Bonjour, bienvenue, vous êtes en direct sur le plateau HR Makers. Aujourd'hui, une émission spéciale car elle se déroule lors des victoires du capital humain. J'ai le plaisir aujourd'hui d'aborder une thématique qui est un peu transverse à toutes les problématiques RH au sein des entreprises. Comment est-ce que l'on gère les moments de vie des collaborateurs? On sait que la porosité entre vie personnelle et vie professionnelle peut être importante. Moments de vie joyeux, mais moments de vie parfois aussi qui peuvent être dramatiques. Comment les directions des ressources humaines s'emparent de cette thématique? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Satya Guts. Vous êtes responsable gestion de crise au sein des magasins U, donc de la coopérative U. Bonjour. Bonsoir. Mohamed Mokrani, directeur des ressources humaines des crèches Les Petits Chaperons Rouges. Bonsoir. Merci. Et Geoffroy Fournier, directeur des ressources humaines chez Securitas Technologies. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On va commencer par un point sur un focus qui est un moment de vie qui est très important pour tous les collaborateurs. Un moment de vie d'ailleurs qui va être important aussi notamment pour les femmes, c'est le moment de la parentalité. Mohamed, je vais vous laisser la parole sur cette thématique vu que avec les crèches, vous connaissez ces nombreux parents qui peuvent... pourquoi est-ce qu'il faut s'en emparer de façon considérable et importante? La parentalité, c'est un des enjeux majeurs dans les politiques RH aujourd'hui pour trois raisons principales. La première, c'est parce que c'est un des axes forts des politiques d'engagement et de qualité de vie au travail pour les salariés. On va parler là dans l'émission de plusieurs moments de vie. Là, on va parler de la naissance. Ouais. C'est un des événements principaux, majeurs dans la vie des familles, l'arrivée de l'enfant. Et les salariés sont extrêmement attentifs aux soins que l'employeur va prendre de l'accueil de cet enfant. Donc, plus vous développez des politiques qui aident à l'accueil de cet enfant, que ce soit par le management, par les différents services associés, par les politiques en support de l'accueil de l'enfant, plus le salarié va se sentir considéré, plus il va être engagé, plus il va s'inscrire dans la durée dans son entreprise. C'est un moment clé. Si ce moment clé est raté, le salarié, pendant 10 ou 15 ans, il s'en souviendra. Le deuxième élément clé et fort de la politique de la parentalité, c'est l'élément d'attraction et fidélisation. Puisqu'aujourd'hui, on est dans un contexte très fort de guerre des talents. Tout le monde souhaite attirer les meilleurs, voire attirer des gens tout court dans certains secteurs d'activité. Donc, proposer un bon accueil de la parentalité, c'est se différencier de ses concurrents. Et c'est de proposer un service qui va faire la différence au moment de choisir. Que ce soit au moment où vous avez un enfant, mais peut-être si vous envisagez d'avoir un enfant. Vous pouvez vous dire, j'entre dans cette entreprise, on en parlera tout à l'heure de Securitas, est-ce que dans 3-4 ans, chez Securitas, je pourrais avoir un enfant? Et si j'en ai un, est-ce que ça va être compliqué? Ou est-ce que je suis déjà en train de me dire, je vais venir chez les Petits Chaperons Rouges, parce que chez les Petits Chaperons Rouges, on va me proposer une place en crèche. Voilà, ça va être une des problématiques. Et la troisième problématique clé et fondamentale, c'est l'égalité professionnelle, puisque les choses ont assez peu changé dans le temps. Les charges sont assez peu équilibrées entre les papas et les mamans, ou les différents couples, parce que ça peut être toutes les parentalités. Et aujourd'hui, ce sont les femmes qui subissent le plus la transformation de leur vie. Elles doivent adapter leur organisation de temps de travail, leur planning. Le soir, elles doivent courir pour aller chercher l'enfant. Alors ça peut être en crèche, mais ça peut être auprès de la nounou. Se soucier toute la journée de ce qui se passe pour l'enfant. Est-ce qu'il y a cette charge mentale, cette question de la charge mentale? Et ça reste encore assez peu partagé entre les papas et les mamans. Donc les entreprises ont une responsabilité qui est très forte dans le fait d'accompagner aussi les mamans, les papas, les familles dans cette aventure qui est l'aventure de l'accueil de l'enfant et puis de la naissance jusqu'à ses premiers pas dans la vie quand ils sont plus grands et qui quittent le giron familial. Les besoins vraiment là que vous percevez, c'est vraiment les besoins d'adaptabilité aussi de la part de l'employeur sur les horaires. C'est des crèches privées au sein des entreprises. Alors il y a plusieurs choses. La première, elle tourne plutôt autour du management, en fait. C'est comment les managers vont se saisir de cette problématique. Est-ce qu'on va pouvoir en parler? Tout à l'heure, on parlera du décès. Est-ce qu'on peut évoquer le sujet? Quelle va être l'écoute? Est-ce qu'il va y avoir un support, une compréhension par rapport à ça? Une adaptation du travail? Des horaires qui vont être un petit peu aménagés? Avant la naissance, autour de la naissance, après la naissance? Est-ce qu'on va aménager les horaires, le temps, l'organisation du temps de travail? Et puis ensuite, tous les services associés, ça peut être une place en crèche, mais ça peut être aussi l'accompagnement
autour de la pédagogie de l'enfance, du développement de l'enfance. C'est des services qu'on peut proposer, que nous on propose à nos clients, mais que les entreprises peuvent aussi proposer à leurs salariés. Très bien. Geoffrey, de votre côté, vous avez mis en place, vous, des dispositifs justement pour répondre à ces enjeux de parentalité. Alors, il y a la petite enfance, mais il n'y a pas que la petite enfance. Oui, tout à fait, parce que la parentalité, ça comprend bien sûr la parentalité du premier niveau, on va dire, mais également la grande parentalité. Dans le prolongement de ce qui a été dit auparavant, je dirais que la naissance, c'est en premier lieu un changement d'habitude. Et en tant qu'entreprise, on se doit d'accompagner ce changement-là de manière à assurer le bien-être de nos collaborateurs. Quelqu'un qui est bien à la maison sera bien au travail. Et en fait, ces mesures participent directement à cela. Concrètement, nous, en pratique, on a doublé les congés paternité. Donc, on a augmenté tout simplement d'un mois la longueur des durées de congés maternité, paternité, adoption, pour nous emmener en fait à 2 mois pour les congés paternité, 1 mois supplémentaire pour les mamans. Et enfin, bien entendu, on n'a pas fait de différence sur la partie adoption ou naissance, on va dire, plus naturelle. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de clé pour nous. Ouais. Au-delà de ça, on s'est rendu compte d'un point de vue un petit peu pratique que bien souvent, un papa ou une maman qui est occupée au travail est suppléée à la maison. Donc on a parlé des crèches, on a parlé des nourrices, mais il n'y a pas que ça. Il y a également les parents. À titre personnel, je peux en parler. Vraiment, la continuité d'activité de Securitas Technologies, elle doit beaucoup à mon père et à ma mère. Donc je peux vraiment en parler en toute transparence aujourd'hui. C'est important d'accompagner les grands-parents au sein de nos entreprises. Et nous, on l'a fait, pour le coup, puisqu'en fait, on a augmenté le nombre de jours de congés pour petits enfants malades, le nombre de congés de naissance liés à la naissance d'un petit enfant. Ça, c'est quelque chose que l'on a abordé dans le cadre de notre accord d'harmonisation qui s'est clôturé cet été. Donc ça, c'est vraiment clé. Encore une fois, ces notions-là, c'est tellement important pour nos collaborateurs qu'on ne peut pas se louper. Donc, en tant que DRH de Securitas Technologies, on s'est vraiment saisi du sujet, tout comme d'autres sujets, mais plus particulièrement de celui-ci, puisqu'en fait, encore une fois, comme on le disait précédemment, eh bien en fait, c'est quelque chose dont on se souvient toute sa vie, en fait, le début de voilà. Donc ouais. J'ai une question sur le congé paternité. Oui. Parfois, on nous dit qu'ils peuvent être mis en place au sein d'entreprises, mais finalement, les hommes n'y vont pas forcément. Est-ce que c'est le constat que vous faites? Est-ce que c'est une idée reçue Encore une fois, c'est vraiment une question de culture d'entreprise. Bien sûr, on ne l'impose pas, on ne peut pas l'imposer, mais cependant, on peut quand même développer une culture d'entreprise qui est ce qu'on appelle du care management, c'est-à-dire vraiment considérer que le bien-être des collaborateurs, l'équilibre vie pro, vie perso, c'est clé pour l'établissement sur le long terme du collaborateur. Encore une fois, ces mesures-là, on parle long terme, hein. Moi, en tant que DRH de Securitas Technologies, moi je vois à 5 ans, je vois à 10 ans. Hein. Je vois pas simplement des KPI ou une réduction d'absentéisme. Oui, ça a un impact immédiat dans le sens où c'est positif comme mesure, donc ça a un impact immédiat, mais ça a un impact surtout sur le long terme. Et un autre petit point, vous avez parlé de l'adoption. Oui. C'est rare que l'on en parle. Bizarrement. Et pourquoi, à quel moment est-ce que vous y avez réfléchi En fait, tout simplement, d'un point de vue légal, il n'y a pas de différence. À titre personnel, j'estime qu'en termes de communication interne, je pense qu'on aurait pu faire mieux, pour être totalement transparent au sein de Securitas Technologies, mais cependant, on l'a fait, on s'est rattrapé par rapport à ça. Mais vraiment, moi, je considère que l'adoption est un enjeu clé. La parentalité, c'est plus la famille n'est plus un format traditionnel comme on pouvait l'avoir dans les années 50. On doit s'adapter, il y a une vraie exigence sociale, parce que c'est ça en fait ce qu'il y a derrière, il y a une exigence sociale de nos collaborateurs. Si on veut les garder, si on veut les retenir, si on veut les attirer, et notamment les meilleurs, les plus exigeants de principe, eh bien ça passe par là. Complètement. Là, on parle de moments de vie qui sont plutôt joyeux, même s'ils peuvent être compliqués à gérer, c'est pourquoi vous intervenez. Il y a des moments de vie qui peuvent être malheureusement beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus tragiques. On pense au deuil, mais on pense aussi bien évidemment à des situations d'alerte que l'on peut connaître en entreprise. Vous travaillez beaucoup sur les violences conjugales. Votre regard, comment est-ce que vous travaillez aussi au sein de la coopérative U sur cette thématique ? En fait, il y a des moments de vie qui sont très très importants dans le parcours des collaborateurs d'une entreprise. Et il y a avant les violences conjugales, il y a aussi un accompagnement vraiment très important que doivent mettre toutes les entreprises aussi sur les périodes de séparation et de divorce. On a souvent tendance à imaginer que voilà, la personne, ça va aller. Et très clairement, on sait que ça a un impact aussi sur
sur la façon de travailler la journée, sur la façon de pouvoir avancer. Personnellement, ayant vécu sans gloire une période de divorce, quand vous recevez un mail de votre avocat, vous avez envie de pleurer et vous êtes au travail. Donc ça, très clairement, c'est des choses qu'il faut pouvoir accompagner. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas tabous. En général, il y a des indices comme la demande de changement de nom ou ce genre de choses. Et puis, une période de séparation, une divorce, en général, on en parle à ses collègues, on peut en parler à son RH référent. Mais par contre, là, vraiment, il y a un gros point d'alerte déjà à mettre. Parce que même si on n'est pas dans une situation de violence conjugale, vous savez, la frontière entre du conflit de couple et la violence conjugale, elle est super mince. Hein. Bien sûr, oui. Et vous savez ce que c'est, la limite entre les deux? Non, allez-y. Dites. Voilà, c'est ça. Mais en fait, personne ne l'a. C'est la limite que vous vous mettez vous-même, en fait. Bien sûr, oui, non, mais c'est important. Et c'est hyper important. Ouais. Et on sait que ces périodes-là, elles sont vachement dures. Et on sait aussi que tout d'un coup, ça va rejoindre, évidemment, les histoires de monoparentalité, les histoires de garde d'enfants. On était deux pour gérer les entrées et les sorties. Maintenant, on n'est plus que tout seul. Et là aussi, voilà, on sait que là-dessus, la boucle est rebouclée. C'est une nouvelle gestion. C'est comme l'arrivée d'un nouvel enfant. C'est une nouvelle gestion de nouveaux fonctionnements. Et ça, on sait aujourd'hui que pour pas que la personne en charge de la garde des enfants, je ne sais plus les chiffres, déjà on a dit 82% de familles monoparentales sont une femme. Une femme, oui. Exactement. C'est essentiellement une femme, On va pas. Mais très clairement, on sait que ça va être plus dur de rester en réunion tard le soir, ça va être plus dur de commencer tôt le matin, et on sait que ça peut pénaliser. Évidemment, c'est pas à ce moment-là qu'on a envie de demander une promotion et qu'on va mettre le paquet pour pouvoir monter dans la hiérarchie. Donc on sait que de toute façon, aujourd'hui, il y a plein de choses là-dessus sur lesquelles l'entreprise doit vraiment travailler. Ça, c'est une première phase qui, pour moi, est déjà une période de crise. Oui. Après, la deuxième phase, c'est le fameux l'entreprise doit-elle agir quand elle a connaissance d'une situation de violence conjugale à la maison? Est-ce qu'elle doit agir? Aujourd'hui, on sait qu'il y a plein d'études, on sait qu'il y a une avancée du droit international, on sait qu'il y a plein de choses. Il y a les recommandations de l'OIT qui ont été ratifiées par la France, mais seulement l'année dernière. Il y a le fait de pouvoir... ça évolue, il y a le déblocage de l'épargne salariale, il y a le fait de pouvoir, s'appuyer sur la loi sécurité employeur, il y a le fait d'en faire un des axes du pilier RSE, il y a le fait de mettre dans les accords égalité pro, mais le cadre juridique, il est quand même encore pas obligatoire. Oui. Voilà. Et donc du coup, on sait que ça avance et on sait qu'on ne peut plus, en tout cas, rester sans rien faire. Aujourd'hui, on sait que ça a un impact dévastateur à partir du moment où un collaborateur veut demander une avance ou veut demander un CDI pour pouvoir trouver un appartement pour partir et que cette personne, elle n'a pas pu être reçue tout de suite et qu'on est vendredi et que le lundi, la personne est décédée, on peut pas passer à côté de ça en fait. Et ça, c'est des histoires que vous avez toutes les semaines partout en France. Oui. Donc très clairement, en ayant été confronté à ce genre de situation et en ayant vu l'impact que ça a sur l'entreprise, l'impact que ça a sur la vie quotidienne, en connaissant les chiffres du gouvernement sur le nombre de signalements, 244 000 l'année dernière, en sachant aujourd'hui que 40% des demandes d'hébergement d'urgence dans le service public ne peuvent pas être attribuées, aujourd'hui l'entreprise peut avoir certains leviers comme évidemment la mise à l'abri d'urgence, la garde d'enfants, l'assistance juridique, l'assistance psychologique, le prêt de véhicule, Oui. Enfin bref. On sait aujourd'hui que l'entreprise, elle a les moyens par le biais de partenariats privés, publics, associatifs et le jeu des cotisations obligatoires, elle a les moyens de pouvoir mettre en place un dispositif tout simple. Tout simple, c'est savoir écouter, rassurer et garantir l'orientation des salariés victimes de violences conjugales qui demanderaient assistance. Ça, tout le monde peut faire et je pense, moi, et je défends, que l'entreprise peut être le premier interlocuteur privilégié pour accéder à ces droits exceptionnels. Cette frontière, en fait, de ce qu'on définit C'est comme ce que j'allais l'intime, vous demander, en tout à fait, fait. Comment est-ce c'est une qu'on frontière gère qui peut paraître infranchissable et pour le manager ou l'employeur et pour le collaborateur. Parce qu'à un moment donné, en tant que manager, on peut se dire à quel moment ce que je fais est intrusif, à quel moment je suis dans
prendre des nouvelles, me soucier d'eux, prendre le soin, à quel moment je dérange en fait, et à quel moment je fais mon job en fait, déjà d'être humain, hein, voilà, de cette intelligence un petit peu émotionnelle, de pouvoir l'ouvrir sans se dire qu'on a franchi la limite managériale, parce que c'est aussi le travail d'un manager de se comporter comme un être humain standard. Donc cette frontière-là, elle peut paraître infranchissable, et elle est franchissable, et le collaborateur, il faut aussi créer les conditions pour qu'il puisse s'exprimer, parler par exemple d'un deuil, parce que parfois voilà, on peut recevoir un coup, ce que tu disais tout à l'heure, on reçoit un coup de téléphone, on est chamboulé, on ne peut pas reprendre le travail comme si de rien n'était. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait cet écosystème d'écoute dans lequel on va pouvoir se dire c'est possible d'en parler, comme c'est possible de ne pas en parler. Si je choisis de ne pas en parler, je n'en parle pas. Oui, sur le management, comment justement est-ce qu'on fait pour être dans cet équilibre entre je veux prendre soin, mais je ne veux pas être intrusif? Comment on fait? Et toute la difficulté et la beauté à la fois de la direction des ressources humaines, c'est que c'est une gestion de cas particuliers en fait, la direction des ressources humaines. Donc en fait, on met en place un dispositif avec des règles et des critères identiques, mais en fait, pourquoi on est DRH? C'est cette capacité à arbitrer entre l'esprit et la lettre, ce qui a écrit dans la mesure et l'esprit de la mesure. Donc peut-être que cet esprit-là est l'application correcte en fait, d'une mesure que l'on veut donner. C'est à un certain niveau pour une personne et à un moindre niveau pour d'autres. Ça me fait réagir également sur un autre cas particulier au sein de l'entreprise. Que faire lorsqu'on est un couple de parents au sein de la même entité? Oui, complètement. Donc ça, c'est exactement. Bien souvent, et c'est le cas au sein de Securitas Technologies, en fait, nous, nos dispositifs, ils ne sont pas pensés pour être en doublon. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est le cas à l'heure actuelle. Moi, je suis en réflexion. Et je suis en réflexion et je ne sais pas si réellement c'est la bonne posture à avoir, puisqu'en fait, exigence sociale, nécessité d'attractivité, je ne suis pas certain que ce soit la bonne posture. Ceci étant dit, bon voilà, c'est un cas. Peut-être que pour une personne, on fera des exceptions, et c'est ça aussi toute la nécessité du management. Et au final, on n'est plus dans des ressources humaines, la gestion des ressources humaines, là. On est dans du management et une culture d'entreprise. Et c'est ça en fait. Et c'est plus le travail d'un DRH, c'est plus le travail d'un responsable ressources humaines. C'est le travail d'un manager vis-à-vis de son équipe. Et tout comme le DRH est le manager de son équipe ressources humaines. Donc vraiment, je pense que le curseur, il est là. Et à nous maintenant de d'écrire la nouvelle page de l'esprit versus la lettre des dispositifs, notamment d'accompagnement à la parentalité. Le dispositif, la loi n'a pas été prévue pour 2 salariés avec des violences conjugales dans la même entreprise non plus. Et tout est à écrire en fait. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que l'innovation, elle peut venir du privé. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réglementation et de cadre juridique, il y a un peu de jurisprudence, mais on peut nous écrire cette histoire. Et ça, c'est vraiment important et c'est pour ça qu'au niveau de la grand-parentalité, c'est une belle innovation que je salue parce que c'est vraiment une très très belle idée. Au niveau des salariés victimes de violences conjugales, il faut aussi qu'on écrive aussi une ébauche de réglementation et qu'on ait des outils RH pour vraiment pouvoir répondre à toutes ces problématiques pour que ça devienne du cas par cas, mais c'est pas au cas où ça arrive, c'est si ça va arriver. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est pour rebondir un peu sur le point précédent, c'est effectivement, il faut rappeler aussi le rôle d'un DRH et d'une entreprise en particulier. C'est soit votre perspective, c'est de vous dire j'attends que la loi change et poursuivi par la contrainte, j'agirai en fonction et je ferai ce que le législateur me demande de faire. Donc là voilà, et il y a ça dans plein de domaines d'activité, ça peut être aussi tout ce qui tourne autour de l'éco-responsabilité. Soit vous prenez votre destin en main, vous écrivez votre destin, votre trajectoire, avec vos valeurs, avec votre projet d'entreprise, et là vous vous dites, je n'y suis pas contraint, mais je trouve que ça a du sens, et je décide d'écrire des dispositifs, et ça peut être effectivement, tout ne sera jamais couvert par la loi, donc il faudra toujours inscrire ça dans une stratégie ressources humaines, et une stratégie d'entreprise. Après, on sait que les chiffres ne sont pas toujours très bons sur le nombre de collaborateurs qui osent franchir la porte du DRH pour leur dire voici, ils vont préférer parfois parler de leurs difficultés à un collègue. Et ça, comment est-ce qu'on peut avancer un petit peu là-dessus, sur parfois les résistances où ils se disent bon, ça va se retourner contre moi si j'en parle à la direction des ressources humaines, ils vont être côté ça existe, hein, donc je suis obligée Non, parce qu'on est probablement dire à peu près la même chose. C'est un très bon point.
En fait, notre travail, c'est aussi de faire de la pédagogie et c'est d'expliquer aux gens finalement que la fonction RH, c'est une fonction qui est partenaire en fait, et qui est à l'équilibre en fait entre le projet d'entreprise, le salarié, les partenaires sociaux. Enfin, voilà, c'est notre job. C'est vrai que dans l'imaginaire général, on a l'impression que c'est de licencier des gens. Et notre travail, c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça notre travail fondamentalement. Donc, là, c'est sous l'impulsion du DRH pour le coup qu'on crée cette dynamique générale de dire voilà, un RH. On rentre dans son bureau pour tous les sujets, en fait. Ça peut être des sujets recrutement, formation, développement, carrière. Ça peut être des difficultés qu'on rencontre, des difficultés. Quels sont les dispositifs autour de ça pour parler, pour faire peut-être une écoute un petit peu neutre. Et c'est notre responsabilité de faire que cette écoute, elle soit à la fois bienveillante, mais qu'elle soit complètement anonymisée. C'est-à-dire qu'à charge pour nous de dire, voilà, ça reste entre nous. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on regarde et on regarde comment nous, on va activer ensuite... Voilà, d'autres interlocuteurs, et ça va être porté à la connaissance du manager. Donc c'est souvent être un petit peu à la frontière entre le collaborateur, son manager. Voilà. Donc parfois c'est même aussi un peu compliqué par rapport à la relation avec les managers, de dire ah ouais, mais alors est-ce que je sais tout, est-ce que je ne sais pas tout. Et ça c'est un vrai travail, c'est de bien faire la part des choses, mais en tout cas le rôle d'un RH, enfin d'un RRH, d'un CRH, d'un DRH, c'est vraiment d'avoir la porte ouverte et d'être accessible, de parler à tout le monde, d'écouter tout le monde. Quels que soient les sujets. C'est pas un événement d'aller voir son RH, c'est pas un événement. Oui, et d'un point de vue un petit peu plus indirect, il y a des dispositifs qui sont externalisés à l'entreprise d'écoute avec des lignes, des call centers, etc. Si vraiment, il y a vraiment une barrière psychologique, je dirais, à aller voir mon manager ou aller voir les ressources humaines, il y a ce dispositif-là, entièrement anonyme, qui permet de traiter tous les sujets. Moi, je parle souvent de notre partenaire. Vraiment, il est exceptionnel. Alors, à chaque fois, je fais un peu de retape pour eux. C'est l'IRA. Et en fait, ils ont vraiment une capacité d'écoute, que ce soit au profit des collaborateurs, des managers et également des DRH. J'insiste bien sur ce point-là. Le DRH, dans les faits, qui est-ce qu'il va voir ? Donc c'est important d'avoir ces dispositifs externalisés. Voilà. C'est très important. On reviendra si c'est nécessaire. Ouais. Pour ce point très particulier et pour le fait de pouvoir libérer la parole et pouvoir vraiment faire en sorte que les salariés victimes de violences conjugales, que ce soit des hommes ou des femmes, puissent être en confiance et en parler à leur employeur, on est passé par quelque chose de tout simple, une communication massive qui parle très très simplement que si on ouvre un droit à l'hébergement d'urgence et que pour toute situation de besoin d'hébergement d'urgence, le RH en charge est à sa disposition. Et on a bien communiqué sur la confidentialité et on a, depuis qu'on a lancé ce programme, une demande d'information ou d'assistance urgente par semaine. Bravo. Donc en fait, on peut arriver, et je pense que l'ouverture de droits exceptionnels permet de pouvoir libérer la parole en toute confiance. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, une page est à faire, est à écrire. C'est assez stimulant. Merci beaucoup. Je rappelle, Satya Guts, que vous êtes responsable gestion de crise au sein de la coopérative U. Merci beaucoup. Mohamed Mokrani, vous êtes directeur des ressources humaines chez les Petits Chaperons Rouges. Et Geoffrey Fournier, vous êtes directeur des ressources humaines chez Securitas Technologies. On refera une émission sur comment prendre soin des DRH parce que c'est aussi un sujet important. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve très vite sur Be Smart for Change.